48 heures avant la première audience du procès de Georges Ibrahim Abdallah à Paris. Georges Ibrahim Abdallah, le chef des FARL. Il est condamné à perpétuité. Salah Hamouri, prisonnier en Israël depuis le 23 août dernier. On lui reproche d'appartenir à une organisation interdite dans ce pays. Ce qui est très intéressant dans l'identité nationale en ce moment, c'est le cas d'un type qui s'appelle Salah Hamouri. Vous connaissez ce Salah Hamouri, vous, monsieur Coppel? Il est en prison pour délit d'opinion, simplement parce qu'il a dit qu'il était contre les colonisations et la poursuite de la colonisation, c'est ça. Personne n'en parle. Dans les prisons israéliennes surtout, tout est fait pour te reformer l'esprit. Si en tant que résistant, tu arrives à contrôler le temps et le rendre utile, c'est là où tu as gagné. On a essayé durant toutes ces années de s'évader. Je n'ai jamais réussi. Après 40 ans passés derrière les barreaux, Georges Ibrahim Abdallah va être libéré. Il était l'un des plus anciens détenus de France. La Cour d'appel de Paris a finalement accepté la demande du Libanais Georges Ibrahim Abdallah. L'image de la libération en Israël du soldat franco-palestinien Salah Hamouri, 26 ans. Il avait été condamné en 2005. Quand je suis sorti, la première chose que j'ai cherché à voir, c'est plein d'étoiles, que je m'allonge comme ça et je vois le ciel. Pour nous, c'était extraordinaire de voir la Lune, parce que tu peux passer des années sans voir la Lune. Et la seule zone où on peut se trouver avec une certaine marge de liberté, c'est l'illégalité complète. Le seul antidote à la guerre, c'est la révolution. La révolution, c'est la réponse à la fascisation. Georges Ibrahim Abdallah est un communiste libanais, militant pour la libération de la Palestine. Et à ce jour, il est le prisonnier politique à avoir passé la plus longue peine en détention dans toute l'Europe. Il vient d'être libéré en juillet dernier, après plus de 41 ans passés derrière les barreaux. En 1987, les fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL, sont recherchées suite à l'assassinat en France de 2 diplomates israéliens et américains. Georges, cofondateur de cette organisation, va être arrêté et condamné à perpétuité pour complicité d'assassinat. Des faits dont il a toujours refusé d'endosser la responsabilité, sans désavouer pour autant les actions du mouvement auquel il appartenait. Libérable depuis 1999, il est resté enfermé suite aux ingérences américaines et israéliennes et à la pression politique française sur la justice. Salah Hamouri est un avocat franco-palestinien de Jérusalem. Il a été détenu 10 ans dans les prisons israéliennes, incarcéré à 4 reprises, avant d'être déporté en France, alors même que l'État français évoquait un dossier vide le concernant. Salah est surtout un des porte-parole d'Urgence Palestine, mouvement actif qui organise la solidarité en France avec la résistance du peuple palestinien. Il est aussi membre de l'association d'aide aux prisonniers politiques palestiniens. Anto et moi, on a des parcours politiques différents, mais dans une période marquée par le retour de l'autoritarisme, du fascisme, de la systématisation de la répression des mouvements sociaux et de la pensée critique, on est amené à se retrouver régulièrement dans de nombreux combats. Et dans les manifestations de solidarité avec la Palestine, on y retrouve toujours Salah, avec qui on a décidé de partir au Liban pour rencontrer Georges Ibrahim Abdallah. Parce que le grand classique, c'est souvent de parler à la place des premiers concernés, ceux et celles qui résistent au colonialisme. On a juste eu envie d'aller écouter et recueillir ses propos. Là, on est arrivé au siège du Parti communiste libanais, en attendant Georges qui va y arriver, et il est en route. Ce jour-là, c'est la première fois que Georges retrouve Beyrouth depuis sa libération et qu'il délaisse son village natal, situé au nord du Liban. Difficile d'ignorer, malgré sa bonne humeur communicative, que sa vie est menacée. D'où les enjeux de sécurité qui entourent tous ses déplacements. C'est d'ailleurs peut-être l'urgence de sa situation personnelle qui explique qu'il a d'emblée souhaité orienter la discussion sur d'autres thèmes que son affaire judiciaire ou les enjeux immédiats de la politique libanaise. Les thématiques concernant d'un côté la prison, la lutte dans les prisons, la nature de la résistance en prison, comment on peut supporter des années en prison. Allez, go. C'est ça. C'est ça. Et après, je vous dis, vous m'excusez, je m'en vais. Ouais. Allez, commence. C'est parti. La prison, finalement, c'est toujours un incident de parcours dans la vie d'un militant. Malheureusement, cet incident peut durer des années. On peut dire que la première dizaine d'années, ce sont les années les plus dures pour un militant politique ou social.
Quand il entre en prison, il est dans un autre monde, coupé de ses rapports humains et de ses repères dans la vie quotidienne. Passé la première dizaine d'années, il commence à avoir les structures de solidarité, les manifestations des rapports à la lutte qui est en cours. Le soutien le plus efficace qu'on peut apporter à un prisonnier politique, c'est de l'aider à s'inscrire dans le processus de la lutte réellement existante. Cette lutte réellement existante concerne deux côtés. D'un côté, les rapports à la société où il se trouve, ça veut dire au mouvement de classe dans cette société, et le rapport à la cause pour laquelle il a été capturé, à savoir la lutte anti-impérialiste et anticolonialiste. Dans mon cas, c'est la question palestinienne qui prime, et de l'autre côté, c'est son rapport à la lutte sociale ici. Les camarades, durant des années, ont participé à toutes les manifestations de lutte qu'a connues ce pays, sans exception, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit les grèves pour le droit du travail, etc., et que ce soit pour la lutte anticolonialiste, qui est savoir antisioniste et contre la guerre d'extermination qui se déroule depuis tant d'années en Palestine. Je peux dire que durant toutes ces années, les camarades m'ont couvé, en quelque sorte, ils m'ont protégé. Tellement qu'ils m'ont protégé que je me comportais en tant que militant qui lutte dans des conditions particulières, beaucoup plus qu'un prisonnier qui milite. Ça veut dire que j'ai gardé ma personnalité en tant que militant. Pour que tu puisses garder ta personnalité ou ta personne en tant que militant, il faut que tu arrives à tisser des rapports avec des individualités en chair et os. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses avoir toutes les semaines des hommes et des femmes qui viennent et qui sont les porte-drapeaux de la lutte réellement existante dans ce pays. C'est pas une lutte chimérique que tu l'inventes dans ta tête. Il faut que les gens qui viennent te voir, ils participent à tout ce qui se passe dans ce pays en termes politiques et en termes de lutte. Pour moi, le militantisme, le combat, c'est comme un train. C'est un train qui fonce, il est plein de militants. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont tomber martyrs, il y en a qui vont lâcher l'affaire, il y en a qui vont aller en prison. Dans les prisons israéliennes surtout, il y a tout est fait pour te reformer l'esprit. Lavage de cerveau, reformer l'esprit et te faire comprendre que voilà, ton militantisme va s'arrêter là et tu vas jamais reprendre la route. C'est ça le but. Vous avez tous les deux été incarcérés pour votre combat pour la Palestine, mais dans des conditions et dans des pays complètement différents. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces différences, s'il vous plaît? La prison dans les pays européens et la prison en Israël, il n'a rien à voir. La destruction dans les prisons en Israël, c'est une destruction opérationnelle au quotidien. Notre journée, c'était un peu différente parce qu'on était nombreux en tant que prisonniers politiques. À des périodes, on était 5000, à d'autres périodes, on était 16 000. Et au moins dans chaque prison, on était entre 100 et 120. Alors, ça change, ça change de l'ambiance. On était en solidarité entre nous, on se connaît, les mêmes quartiers, les mêmes trucs. Et vous avez dit, je sais pas, Georges, comment il a tenu tout seul. Dans une autre langue, dans une autre ambiance politique, sans ses camarades proches, on a parlé surtout les débuts des années, peut-être. On peut dire que le prisonnier en Palestine, il peut résister, tout en étant figé dans sa structure. L'ennemi, il est à nu devant lui, avec toute la nudité de l'ennemi. Le gardien à Lannemezan, il n'est pas un ennemi à nu. C'est un petit verrou dans une machinerie globale. La petite qui a une vingtaine d'années, qui vient t'ouvrir le matin, elle te dit « Bonjour monsieur », ça n'a rien à voir avec le soldat qui lui ouvre la porte. La petite je dis la petite parce que je suis vieux, mais la petite jeune, quoi. Quand elle t'ouvre la porte, tu discutes avec elle sur des choses banales. Elle en a rien à foutre de ta condamnation, elle, ou lui. Il ne considère pas que sa tâche de te détruire. Non, lui, il est un petit fonctionnaire qui fait une grève.
Et quand il fait une grève, tu discutes avec lui sur le salaire, sur le machin. Il y a un intermédiaire. Toi, tu vas résister à une ambiance globale que l'administration cherche à t'infantiliser. Et toi, tu vas essayer de développer le moindre détail qui te met sur le terrain de la lutte de militants. Georges, tu as passé plus de 40 ans en prison. Alors évidemment, la question de base, c'est comment tu as fait pour tenir ? 10 ans après la captivité, tu te rends compte qu'il faut que tu te bats pour que tu ne régresses pas. Consciemment. Toute personne qui est derrière les barreaux à partir d'une dizaine d'années, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il lise et à la vie, comment elle se déroule, pour ne pas régresser psychiquement et, disons, à tous les niveaux. Je m'en suis très bien sorti. Mes capacités intellectuelles, après tant d'années, elles sont plus ou moins acceptables. Mes capacités physiques, j'ai été très bien je me suis entretenu durant toutes ces années. Ma journée, elle était faite de telle sorte que 8h30 jusqu'à 10h moins quart, je faisais mon sport. 10h moins quart, je monte dans ma cellule, je prends ma douche. 10h jusqu'à 4h, c'est la lecture de courrier. Et il y a un intermédiaire à midi de moins une dizaine ou une quinzaine de minutes. C'est pour la bouffe. Je ne mange pas beaucoup, j'ai mangé debout. Et le soir, je dors à minuit jusqu'à 4h. À 4h, je me réveille, je fais le petit courrier jusqu'à 7h. À 7h, le facteur, il passe, ça veut dire le surveillant. Je lui donne mon courrier à la main. Je n'ai jamais laissé prendre le courrier, moi, dans le lit. Je suis debout et donc je le donne. Et c'est ma journée. Voilà. C'est ma quotidienneté en prison, camarade. Quand Georges parle des courriers, ça me rappelle du comité de soutien qui est monté en France quand j'étais incarcéré. Et en 2007-2008, je commence à recevoir des centaines, des milliers de courriers d'un seul coup en prison. Je me souviens de la tête des gardiens. Ils m'ont dit, mais toi, t'es qui ? C'est qui la personnalité incarcérée chez nous et qui reçoit ce soutien-là ? Moi, j'étais ému. Tu sais, les gens, ils te racontent leurs détails. Et après, les gens, je les ai vus. Tu te souviens ? Moi, je t'ai écrit, on a acheté une maison là. On a acheté ça, tu nous as répondu ça. Bah voilà, la petite qui a reçu le courrier en 2007. Maintenant, c'est une ado. Et les gens, ils gardent ce souvenir. Ils gardent ça et pour eux, ça fait chaud au cœur. C'est aussi pour toi. C'est pour pas que tu perdes pas ton humanité. Quand tu as passé plus de 10 ans sans voir un enfant ou sans rigoler avec un enfant ou sans voir une petite fille ou faire quelque chose de banal, tu commences à te sécher. Donc tu dois consciemment tisser des rapports avec des familles, tes camarades. Ça veut dire ton camarade, il a des enfants. Tu vas lui faire un petit mot à son enfant. Ça fait rigoler, mais c'est très humain. Et c'est très vivifiant. Quand il reçoit le petit un courrier, ça lui fait grandir. Psychiquement, c'est très utile. Mais toi, tu ne le fais pas simplement pour lui, tu le fais pour toi. Quand tu es en contact avec toute la famille, ça te met dans l'ambiance de dehors, humainement. Et c'est ce qui te manque le plus en prison, que tu t'arrives à te trouver humainement dehors. C'est significatif de pouvoir regarder une fleur et la trouver jolie. C'est aussi banal que ça dans la vie dehors. Quand tu y as passé des décennies, c'est pas aussi banal que ça. On regarde les étoiles, on essaye de voir les étoiles. Moi, je sais comment voir l'étoile du Verger le matin. Je le regardais tous les matins. Et ça me fait plaisir de la voir. Quand je suis sorti, la première chose que j'ai cherché à voir, c'est plein d'étoiles, que je m'allonge comme ça et je vois le ciel. Des fois, on était content que les gardiens venaient nous fouiller les cellules le soir. Parce qu'ils vont nous mettre dans la cour. Pendant qu'ils fouillent, on va voir la lune. Pour nous, c'était extraordinaire de voir la lune, parce que tu peux passer des années sans voir la lune. C'est des choses qui sont banales et qui n'ont pas de sens pour la majorité des hommes et des femmes. Pour toi, en prison, il faut que tu attaches à ces choses-là qui sont banales pour tout le monde, pour ne pas perdre pied.
dans le cheminement, dans la révolution, qui n'est pas simplement des théories bien ficelées, c'est aussi des banalités humaines qui fait l'humanité de l'humain. S'il y a des courriers, s'il y a des contacts humains, s'il y a d'autres choses qui te ramènent à l'extérieur de la prison, ça, c'est le moment le plus joyeux. Et comme je dis, c'est un combat entre le résistant et le temps. Qui contrôle qui dans la prison? Si en tant que résistant, tu arrives à contrôler le temps et le rendre utile, c'est là où tu as gagné. Tu formes des générations, tu formes des jeunes, tu formes des résistants, tu te formes, tu te défends, tu nourris. En fait, en prison, tu nourris tes convictions. Moi, c'est grâce à la vie en prison que j'ai cette conviction politique aujourd'hui. Quand j'étais gamin à la première fois en prison, à l'âge de 16 ans, il n'y avait pas ce niveau politique. C'est grâce aux anciens camarades qui nous ont formés, qui étaient aussi des caractères forts. Ils étaient pour nous des symboles qu'on les a suivis. Je ne suis pas dans la même situation que là-bas. Je ne suis pas entouré de prisonniers politiques. On était 2, 3, etc. Mais c'est le rapport avec le secteur de solidarité qui est d'une qualité extrêmement importante. Il y a des camarades qui lisent et qui luttent. Des camarades, leur engagement, il est extrêmement sincère. Tout naturellement, il faut questionner toutes nos convictions. On est là où tous les questionnements, ils sont légitimes. Et tous les dogmes, en quelque sorte, tu es appelé à les revisiter. Et tout naturellement aussi, si tu as les bons camarades, les camarades sincères, aussi ils se posent des questions aussi à leur tour. Cet échange avec ces camarades qui te relie à l'intelligence du pays au niveau international, tu es en rapport avec leur meilleure production théorique. Bien entendu, tu arrives à avoir des convictions assez solides. Tu en as besoin de ces convictions parce que tu sais que toi, sans les convictions solides, tu ne tiens pas en tant qu'homme, en tant que femme militante ou militant. Mais c'est très motivant de poser des questionnements. Ça te permet en fait de te consolider en tant qu'humain et à relativiser en fait les problématiques entre humains, surtout dans le camp et dans les rangs de la révolution. L'égocentrisme, en fait, le moi et le moi et le moi et le moi, tu arrives à le comprendre. Et, disons, pas à le justifier, à être tolérant avec. Yani, ce camarade ou cette camarade qui se prend pour le centre du monde, il faut essayer autant que possible de relativiser ce problème. C'est pas toujours évident, mais cette capacité en prison, tu l'as. Et ça te permet que toi, en tant que personne, tu sois aussi tolérant. Ça te permet d'avoir un peu l'esprit beaucoup plus modeste, disons. Tu ne te prends pas pour le centre du monde, ni pour le génie des Carpates. Et c'est une, disons, qualité nécessaire si tu veux lutter. Et si tu considères que tu te réalises à travers la lutte, tu arrives à théoriser ça. C'est trop difficile quand on est nombreux, surtout quand tu as des ados de 18 ans et tu as des gens de 60, 70 ans. Et entre eux, tu as toutes les générations. On est des cellules de 8. Il faut que tu adaptes les 8 qui vont vivre ensemble. Tu dois comprendre la mentalité, la psychologie, le niveau culturel, le niveau de sécurité. Tu commences à vraiment comprendre ça veut dire quoi un être humain. Et c'est beaucoup. Les questionnements abstraits te permettent d'avoir une culture globale. Elle est très nécessaire pour que tu puisses sortir après tant d'années debout. Tu regardes la capacité d'avoir une vie critique et la capacité de garder les pieds sur terre et relativiser les problématiques qui sont devant la révolution et t'inscrire dans le domaine de processus révolutionnaire et te trouves ta place à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai gardé un peu ma tête qui fonctionne un peu de manière acceptable. La prison, c'est un dispositif qui se généralise de plus en plus, en particulier à l'encontre des militants des mouvements sociaux. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette nouvelle génération militante
qui se politisent vis-à-vis de cette expérience. Les camarades, il faut qu'ils pensent à la prison. C'est un incident de parcours. Tout le monde peut y passer du moment où on est militant. Il faut penser de sorte qu'ils ne s'éternisent pas. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps parfois. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y est pas préparé. Si on se prépare bien, on pense que les camarades, il faut qu'ils sortent de prison. On a essayé durant toutes ces années de s'évader. Je n'ai jamais réussi. J'ai essayé avec d'autres camarades, on a essayé beaucoup et ça n'a pas marché. Tout naturellement, il y a des moments de grande frustration. En 1994, je pensais que j'allais sortir. Et ça n'a pas marché. J'ai pris la décision de ne plus fumer pour que les capacités physiques restent très opérationnelles. Je dis ça va être un peu plus long que je le pensais. Et je n'ai plus fumé depuis. Mais quand même, je n'ai pas réussi à sortir. Jusqu'à ce que mes camarades m'arrachent à la justice impérialiste de ce pays et ils m'ont libéré grâce à leur mobilisation. La libération de Georges, elle aussi, nous rappelle que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Pas simplement du point de vue de la colonisation, avec ses dates tragiques. La Nakba de 1948 et son flot de réfugiés expulsés de leurs terres. La guerre de 1967 et l'annexion israélienne de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Ou encore les assauts meurtriers récurrents contre Gaza depuis les années 2000, jusqu'au génocide en cours. L'histoire de la résistance palestinienne, elle non plus, n'est pas nouvelle. Et la gauche y a joué un rôle important. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, naît en 1964, à l'initiative du Fatah de Yasser Arafat. Et en son sein, surgissent des courants marxistes, comme le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, en 1967, ou le FDLP, le Front démocratique pour la libération de la Palestine, en 1974. Une histoire qui se conjugue avec les deux grandes révoltes populaires qu'ont été la première intifada, qui éclate en 1987 et s'étend jusqu'aux accords d'Oslo en 1993. Et la seconde intifada, qui fait suite à l'échec de ces mêmes accords, qui débute en l'an 2000 et durera environ 5 ans, période à partir de laquelle des organisations telles que le Hamas ou le Djihad islamique palestinien vont devenir peu à peu hégémoniques au sein de la résistance palestinienne. Et quand on évoque toute cette période, Georges qui a été membre du FPLP avant de fonder les Farl, ou Salah qui incarne une nouvelle génération de la gauche révolutionnaire palestinienne, sont unanimes sur une chose, le point de non-retour, c'est les accords d'Oslo. La direction du mouvement de libération nationale palestinien, elle est dirigée par la petite bourgeoisie et la bourgeoisie palestinienne. Jusqu'aujourd'hui ou jusqu'à hier, cette direction a amené à avoir certains acquis. Elle a atteint son apogée dans la capitulation, en fait, d'Oslo. La problématique, c'est que les forces qui sont censées faire la relève au niveau des structures de classe, comme on a dit, le mouvement du peuple palestinien, il est caractérisé par le poids énorme des précarisés existentiellement parlant des masses populaires palestiniennes. Quand on parle des précarisations existentielles, ça veut dire on parle des hommes et des femmes qui par centaines de milliers se sont déplacés et se sont menacés de déplacement ou se déplacent de jour en jour, d'un camp à un autre. Tu es ici docteur, etc., etc., et demain tu te trouves sur un taudis dans un autre lieu. Cette précarisation nous amène à se demander où est le sujet de la révolution. C'est le sujet de la révolution tant qu'il est aussi vague, c'est la bourgeoisie qui le conduit. Elle l'a conduit jusqu'à Oslo, et à Oslo, ce sont les intérêts de la bourgeoisie palestinienne qui commencent à chercher le point commun avec la bourgeoisie arabe et la bourgeoisie israélienne, en fait. Les compromis et les compromissions avec l'entité ennemie. Une autre fraction de la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie palestinienne, la même strate sociale, mais islamisée. Ça veut dire avec un discours islamiste qui représente aujourd'hui le fait d'avoir un projet national bloqué.
Ça veut dire qu'il y a une crise du projet national palestinien. Ce qui ne veut pas dire que le peuple palestinien ne lutte pas. Il continue à lutter et il paye énormément sa lutte. Il peut résister énormément, seulement pour pouvoir gagner, pour qu'il puisse atteindre la victoire. Il faut que les avant-gardes qui gèrent le bloc social ayant intérêt à la libération de la Palestine aient la conscience nécessaire à la victoire. Autrement dit, il faut qu'il incarne les valeurs proposées par l'humanité dans son ensemble, à l'humanité dans son ensemble. Il faut qu'il incarne sa version palestinienne. Tant que la révolution n'arrive pas à ce point, on se défend, on ne gagne pas, mais on résiste. Tu viens de parler de la bourgeoisie palestinienne et de ses différentes composantes et de la faillite de l'autorité palestinienne et de sa stratégie. Mais est-ce que tu pourrais nous parler du rôle qu'a occupé la gauche et qu'elle continue d'occuper au sein de la résistance palestinienne? C'est à Salah de dire les choses les plus pertinentes parce qu'il vient de la Palestine. Le truc, c'est la question de la gauche, sa présence dans l'histoire, et aujourd'hui. Un des problèmes qu'il n'était pas évitable, comme on dit, c'est comment historiquement la gauche elle a traité la bourgeoisie palestinienne. Est-ce qu'il fallait aller au-delà de ce qui était fait en tant que rapport de force avec la bourgeoisie palestinienne, en disant on va maintenir l'unité nationale au maximum, pour pas avoir des divisions, ou il fallait autre chose avec cette bourgeoisie. Moi, je pense que le point de où on ne peut pas reculer, c'est les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, moi, je les décris comme une troisième catastrophe pour les Palestiniens. Il y a en 48, 67, les accords d'Oslo. Pourquoi ? C'est pas que la question de la reconnaissance de l'État israélien, avec tout ce qui a conduit au niveau mondial, la reconnaissance de la Chine, 132 États, ils ont reconnu Israël après les accords d'Oslo. C'est que cette bourgeoisie, elle a choisi ses intérêts de classe, elle a mis tout l'intérêt national et l'intérêt du peuple de côté. Et ça s'exprime 2 ans après, dans l'accord économique entre Israël et l'autorité palestinienne à Paris, qui s'exprime aujourd'hui, que on les voit 30 ans après, comment 5%, même pas 5%, de cette bourgeoisie, de tous les Palestiniens, tiennent l'économie, avec une collaboration de sécuritaire avec Israël. On est perdu. Il y a une crise au niveau national. On n'a pas ouvert un front direct avec cette bourgeoisie sous prétexte qu'on ne veut pas casser l'unité nationale, qui nous a conduit jusqu'à là. Avant Oslo, au moins on était un peuple entier. Après Oslo, les Israéliens, le bloc occidental, ils étaient très intelligents. Ils ont fragmenté le peuple palestinien en 5 peuples. Il y avait un peuple des Palestiniens de 1948, qui étaient isolés tout seuls, les Palestiniens de Jérusalem enfermés tout seuls, les Palestiniens de Cisjordanie enfermés tout seuls, les Palestiniens de Gaza totalement loin, et les questions de réfugiés, on n'en parle pas. Oslo, il conduisait directement à la disparition du peuple. Les Israéliens et les Américains, ils ont voulu ça par les accords d'Oslo, et c'est pas trouver une solution pour les Palestiniens. Et ça, on l'a vu comment ça a traîné jusqu'à l'explosion de la deuxième intifada, quand tout était bouché. Je reviens sur la question de la gauche. C'est un sujet assez grand. Je pense qu'au niveau d'analyse, il y a des bonnes analyses, mais je pense qu'il y a un gros problème de moyens. Il y a un problème de renouvellement, interne des cadres. Et ça a fait de vraiment affaiblir le rôle de la gauche pendant, on va dire, les dernières 30 ans. Parce que, je donne un exemple, pendant la première intifada 87,
Le FPLP, par exemple, il a levé un slogan « On veut devenir la première force ». On va dépasser tout le monde, on va devenir la première force. Ils ont travaillé beaucoup et représentaient 30-35% de la société. C'était un truc énorme. Mais il y avait le montée des frères musulmans du Hamas dans le même temps. Et la bourgeoisie palestinienne, elle a vu tout ce qui était en train de se passer, ce changement, et ils sont allés vers les accords d'Oslo. Les mouvements islamistes, ils avaient l'Iran derrière qui les a plus ou moins soutenus en termes de finances, de logistique et tout. La force de gauche, ils ont eu ce soutien, mais pas dans la même largeur, on va dire. Mais le problème, que dans l'accord d'Oslo, on a plus ou moins tous, je ne veux pas dire tout le monde, mais la majorité des partis politiques, ils ont venu Oslo arriver. Et la majorité qu'ils étaient en clandestine, par exemple, dans la première intifada, la majorité des partis politiques, c'est devenu un peu les bureaux ouverts et tout ça, tout ça. C'est pour ça qu'on est arrivé dans la deuxième intifada, qu'on n'était pas prêt. C'est pour ça que la deuxième intifada, au bout de 5 ans, elle s'est terminée. Bon, les Israéliens, ils étaient super violents, mais aussi les Palestiniens n'étaient pas prêts. Et toi, Georges, tu vois quel type de perspective pour le mouvement révolutionnaire palestinien aujourd'hui ? Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les forces du progrès palestiniennes ne sont pas à la tête du mouvement. Ils ont pu résister jusqu'à maintenant, ils continuent à résister dans un rapport de force qui n'est pas très favorable à eux en ce moment-là, mais l'accumulation de la lutte en tant que processus de résistance ne peut que leur favoriser leur affirmation et leur victoire et leur hégémonie au niveau du bloc social. Tout naturellement, il y a lieu de supposer que les masses populaires palestiniennes vont atteindre ce point, vont atteindre ce niveau. Ils vont arriver à exprimer les valeurs de l'humanité, les valeurs proposées par l'humanité, à l'ensemble de l'humanité dans leur version palestinienne. Ça veut dire dans les conditions de peuple précarisé historiquement. Ils deviennent le sujet de l'histoire tout court. Et à ce niveau-là, ils s'installent en tant que principal levier de la révolution arabe. Donc, il acquiert à ce niveau-là la mesure et la hauteur de sa tâche historique, qui est la révolution arabe en Égypte, au Jordanie, au Liban et en Syrie. Il ne veut pas remplacer les autres, mais il va être le catalyseur qui permet aux protagonistes de la lutte en Égypte, en Jordanie, au Liban, en Syrie, de se formuler en tant que bloc social ayant intérêt au changement global et ayant conscience de sa tâche historique. Partout dans le monde, on assiste à une poussée des extrêmes droites, d'une forme de néofascisation ou de fascisation tout court. C'est quoi votre lecture, à vous, de la place de l'État d'Israël dans cette nouvelle période ? La fascisation dans le monde et les changements qui sont en train de se passer dans la région, ils sont liés. Moi, je n'aime pas la version, oui, la fascisation dans le monde, elle a conduit que Netanyahou, il est en tête du pouvoir. Parce que moi, je vois que cette base armée avancée, c'est le pouvoir, c'est un des pouvoirs du capital. Il est là, tout le capital défend sa base armée avancée. Il l'a créé avec une idée socialiste. Il l'a pas créé avec une idée d'extrême droite. Mais depuis 48 et même avant, cette base armée avancée, elle était défendue par le capital dans la même manière. Il n'y a rien à changer. Il y a du calcul interne de ce pays qui occupe la Palestine qui a changé. Si tu n'avais pas, on va dire, entre guillemets, l'extrême droite israélienne au pouvoir et tu avais le centre-gauche, on aurait la même réponse. En fait, c'est le projet. C'est le projet du contrôle de la région et de sa richesse qui fournit bien sûr le capital, qui donne les réponses que cette force occupante est en train de faire. Parce que moi, je vois le lien en disant que voilà, il y a une fascisation en France, il y a une fascisation en Italie, il y a une fascisation je ne sais pas où, et c'est lié à Netanyahou. Moi, je ne le vois pas dans ce couloir politique, même qu'en Europe. On est appelé à voir qu'Israël, c'est plus qu'une base, c'est plus qu'une colonisation.
de peuplement. Israël, c'est un prolongement organique de l'Occident impérialiste dans son ensemble. C'est un prolongement organique de cet Occident impérialiste qui s'est structuré historiquement sur une dynamique globale génocidaire. Ça veut dire que ce même Occident impérialiste s'est structuré au Nord-Amérique avec un soubassement des États-Unis qui a transformé le Nord d'Amérique en États-Unis, avec la modique somme de entre 20 et 25 millions de natifs d'Amérique. C'est même Occident impérialiste qui est arrivé à la latinisation de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud avec une somme des cadavres incalculable. Il faut lire un peu Galliano pour savoir comment les veines ouvertes de l'Amérique latine a saigné. Et cet Occident impérialiste, il faut voir l'Australie, avec le premier peuple qu'a connu l'humanité, qui est le peuple aborigène, comment il s'est transformé en quelques bibelots touristiques, en fait. L'Occident impérialiste, aujourd'hui représenté par Israël en tant que prolongement organique de cet Occident, on voit la fascisation, en fait, et il est normal qu'on la voit d'une manière avancée, avant qu'elle soit aussi claire en France. C'est pour la première fois que Israël se présente sous ses traits le plus fascisants possible. Ça veut dire, ce qui ne veut pas dire que c'était avant la bonne entente. Il y avait un génocide qui commence avec n'importe quelle procédure de colonisation, de peuplement, toujours. Mais cette colonisation de peuplement, elle ne se présentait pas sous cette étiquette aujourd'hui. C'est pour la première fois qu'Israël, elle peut se permettre de dire qu'il y a des animaux à visage humain, et il faut les détruire. Elle le dit devant tout le monde, sans embâche. Ça veut dire la fascisation, et c'est normal qu'elle se présente dans ce prolongement organique beaucoup plus clairement qu'elle se le prolonge en France ou en Italie. Et c'est un point qui n'est pas négligeable. Ce point, il est très important dans les mesures où il impose au mouvement de libération nationale de prendre en considération que le fait que la fascisation, elle est dans ce prolongement organique de l'impérialisme occidental, il y a une impossibilité de le vaincre sans que tu sois anticapitaliste. Parce que la crise de ce prolongement organique, c'est la crise du capital mondialisé. À l'époque de la mondialisation, il n'y a plus aucun capital qui n'est pas mondialisé au niveau politique du terme. Aujourd'hui, nous subissons tous la crise du capital mondialisé. Et donc, la fascisation, elle s'inscrit intimement à l'intérieur de cette dynamique. Et c'est ce que je voulais dire, que les protagonistes de la lutte palestinienne, ils sont appelés à approfondir la nature de la lutte pour qu'on voit que la bourgeoisie arabe, elle s'inscrit dans le camp ennemi de la cause. Elle s'inscrit dans les dynamiques génocidaires qui se déroulent en Palestine. Et ce n'est pas par une erreur politique, c'est par nature de ce capitalisme. Là, tu viens de parler de fascisation, tu as parlé d'impérialisme, tu as parlé de capitalisme. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu le rapport entre tout ça, s'il te plaît ? On peut dire que le système global de production aujourd'hui, il passe par une crise globale de la production capitaliste. Cette crise, elle secoue le pilier du système. Et on est à la veille d'une potentialité guerrière qui détruit la planète dans son ensemble, humain avec, et nature aussi. Pour la troisième fois, dans moins d'un siècle, le capitalisme met l'humanité au bord du gouffre, de l'anéantissement. Tout naturellement, ça nécessite des réactions. Le capital, sa réaction, c'est faire exploser le terrain de la guerre, et la fascisation au niveau de l'exploitation interne avec les bottes des fascistes. La fascisation, ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui s'engagent à tuer et en toute légalité. Et toute la légalité bourgeoise qui a géré jusqu'à maintenant le capital, elle devient caduque. C'est un processus qu'on le voit se dérouler devant nos yeux, en France en particulier, avec des lois et ailleurs aussi. Avec des lois que quand tu les décortiques, tu vois comment la machine globale de l'État,
elle dessine les paramètres de fascisation en cours. Tu prends l'usage des bombes, des encerclements contre les gilets jaunes, comment ça devient une chose normale. Tu vois comment le petit qui n'a pas arrêté et qu'on peut le fumer sur le machin parce qu'il n'a pas respecté le policier, etc., etc. On peut voir que des phénomènes paradoxaux. On peut regarder une France dont le centralisme il est historique. L'État français est parmi les États les plus centralisés de l'Europe en tant que structure. On voit que cet État, dans cette crise qui est en cours, qui secoue cet État, elle est en train de se délester de ses prérogatives à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la sécurité. On commence à voir des phénomènes qui sont nouveaux. On voit que le corps de la répression, à savoir la police, le policier, il va protester contre les justices capitalistes. Cette justice que, normalement, il constitue le binôme de la répression. Il va faire une manifestation devant l'Assemblée. Malheureusement, on va voir des camarades qui sont fourvoyés ou appelés convoyés qui vont parfois manifester avec eux sous prétexte, etc. On voit que le chef de police, il conteste les ordres de la justice. C'est un signe manifeste de la fascisation. Ça veut dire que cet ordre du capitalisme qui a dessiné dans la démocratie représentative des séparations, soi-disant, de pouvoirs entre les pouvoirs judiciaires, le pouvoir administratif, etc. Le chef de la police nationale, il peut se permettre de dire la place du policier, c'est pas en prison. Ça veut dire en contestant l'ordre donné par un magistrat. C'est quelque chose de très manifeste, en fait. Ça n'arrive pas tous les jours, mais il est en train de se propager. On voit qu'au niveau régional, il y a un renforcement des prérogatives du préfet. Et c'est la chose la plus, disons, absurde. Parce que quand on parle de fascisation, on parle de centralisation forte. Ça veut dire, aujourd'hui, au niveau de la législation, depuis les Gilets jaunes, je crois, le préfet, il a à sa disposition les brigades de gendarmerie, etc., etc. Il arrive souvent qu'on trouve à côté de ce préfet un ex-général, en fait, à la retraite. On voit aussi une certaine militarisation de certains policiers au niveau des communes. On essaye d'étendre leurs prérogatives. Il peut demander les contrôles d'identité et il peut porter des armes. On voit à côté qu'il y a un développement de certaines manifestations qui sont pas très jolies, qui rappellent les escadrons de la mort quelque part, les associations des vigilants ou je sais pas quoi, qui vont surveiller, qui va voler, qui a dormi trop tard, ou il y a des voitures suspectes qui viennent dans le quartier, etc., etc. Toutes ces manifestations qui sont des manifestations visibles, qui reflètent une dynamique interne qui demande une analyse de l'économie. C'est à ce niveau-là qu'on se rend compte que le capitalisme, il est dans une situation absurde, qu'il ne peut pas survivre sans la militarisation, où le secteur militaire est le secteur le plus traînant de toute l'économie. De toute l'économie, à savoir la marchandise qui est le moteur de l'économie, la plus demandée, c'est la marchandise militaire. Mais la marchandise militaire, ces consommateurs ne sont pas les familles qui sont à la maison. Ce sont les familles qui vont être décimées. C'est quelque chose qui peut nous inviter à regarder quand l'Allemagne, son budget national de la guerre relève à 6,7, je crois, ou tel qu'il est proposé. L'Allemagne, en un siècle, elle a fait des dégâts au niveau du monde entier. Il y a bien de quoi s'inquiéter. Ce retour de la guerre, et notamment le retour de la possibilité des guerres de haute intensité entre grandes puissances, il traduit quoi pour toi dans la phase que traverse le capitalisme aujourd'hui ? Les contradictions interimpérialistes ont toujours été les manifestations de la crise du capital.
La guerre, elle est inscrite dans le code génétique du capital, historiquement. Et aujourd'hui, on est à la veille de potentialité d'usage d'armes de destruction massive. Aujourd'hui, avec la milliardisation, on peut savoir, suivant la législation internationale ou conventionnellement acceptée, qu'il y a des armes tactiques nucléaires, dont deux entités qui ne sont pas négligeables, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Russie, qui peuvent utiliser des armes nucléaires mais tactiques. Ça veut dire qu'ils peuvent éliminer un petit pays, un Paris, un Marseille, machin. Si on regarde la banalité avec laquelle les représentants politiques, ils parlent de ce qu'on appelle la loi internationale, il y a bien de quoi s'inquiéter. Il y a toutes les instances internationales aujourd'hui, à regarder un peu ce que dit la trompette de l'Amérique, Trump, il les traite comme n'importe quel épicier. Hein. C'est ni les Nations Unies, ni les lois internationales, ni les crimes de guerre, ni les génocides, ni rien n'attire pas son attention et il considère que c'est rien. Il faut voir comment la vie politique elle est gérée, et avec une dépolitisation du débat public. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une dépolitisation de la population, mais le débat politique il est dépolitisé. Tu vois des thèmes qui sont d'une dangerosité énorme, qui sont traités à la petite cuillère, comme c'est rien. Oui, si on va déployer notre arme nucléaire dans toute l'Europe. La France, si forte que ça, je vais mettre l'arme nucléaire à la disposition de l'Europe. Il oublie que lui, il a signé un traité international contre la prolifération des armes nucléaires. Donc, il n'a pas le droit de le faire. Mais bon, dans l'ambiance globale, ça ne veut rien dire. La loi internationale, ça ne rime à rien. La fascisation, elle s'inscrit dans cette ambiance. Dans cette ambiance où un chef de l'État, membre permanent du Conseil des secrets, il peut se permettre de dire, c'est genre, il faut faire une économie de guerre et faire craquer la Russie. C'est énorme, ça veut dire en termes de guerre, c'est énorme. La Russie, c'est pas Burkina Faso, c'est pas le Liban. Cette force progressiste du pays à pouvoir nourrir le débat, pour ne pas permettre aux forces réactionnaires de lessiver la tête des gens. Bien entendu, ça demande beaucoup plus d'efforts de chercher d'où est-ce qu'il va surgir le protagoniste de la lutte, l'antidote de cette aliénation. Aujourd'hui, on produit des humains trop aliénés, au sens propre de l'aliénation. Autrement dit, on produit le sujet qui est censé être le porteur du vecteur de la révolution, presque désarmé complètement de son cerveau. Quand on commence à parler de l'intelligence artificielle au service du capital en crise, il faut se rendre compte que cette intelligence artificielle, ou plutôt cette économie, disons, cybernétique, elle est en train de déplacer les centres de gravité de la production globale. Ce qu'appelle Karl Marx la machinerie globale de la production. Elle fait une sorte d'interversion du sujet qui est humain et de l'objet qui est la machine. Et c'est le sujet humain qui devient un appendice de la machine. Et c'est la machine qui devient le sujet opérationnel. Quand on a un moteur de recherche comme Google ou machin, et il y a des milliers de lignes dans sa programmation, quand il y a une panne, il n'y a pas un ingénieur capable de dire la panne, il est là-bas. La machine elle-même, elle dit dans l'instant même, le problème, il est là, dans cette ligne. Non seulement elle dit il est là, elle est capable de le corriger, et elle le corrige. Elle le corrige au service de la production globale de la machinerie. C'est pas l'humain qui a décidé qu'on va les corriger de cette façon. L'humain, il a écrit au début un programme avec un langage qui n'est pas la langue humaine. L'échange à travers l'algorithme, il n'est pas humain. Le propre de l'humain, philosophiquement parlant, c'est sa langue. Il parle. Et c'est sa mémoire. Et cet échange entre la langue et la mémoire qui est géré par la logique de la mémoire et la logique de la langue. Si on enlève
la langue et la mémoire et la logique qui les gère. On aura peut-être un petit singe, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura, mais pas un humain. Je considère que l'antidote face à l'aliénation, ça reste la lutte, en fait. Le protagoniste révolutionnaire, il va se trouver en dehors de la production de la machinerie globale. Autrement dit, la seule zone qui est où on peut se trouver avec une certaine marge de liberté, c'est l'illégalité complète, l'illégalité de la propriété, l'illégalité des rapports de marchandisation, et c'est dans la révolte permanente. Et à ce niveau-là, peut-être on se réfère à certains camarades qui, d'une manière ou d'une autre, ils ont parlé de la révolution permanente sans qu'ils visent à ce niveau-là, mais ce qui était le terme, il était juste. La révolution permanente, elle s'inscrit dans une dynamique globale du processus des zones semi-libérées qui ont tendance à se libérer. Dans la conflictualité de cette situation se produit la conscience révolutionnaire. Enfin, pour certains petits hommes qui refusent de dire « j'ai passé tant d'années pour que tu me dises il n'y a rien à faire. Je n'accepte pas. » Tu as parlé, tu as utilisé le terme de nouveaux protagonistes de la lutte. Comment tu vois l'articulation possible entre ces nouveaux protagonistes de la lutte et l'état du mouvement social et de ces organisations telles qu'elles sont aujourd'hui? La situation, sérieusement, elle est problématique. Pour la première fois, après tant d'années, contrairement au début du siècle, du XXe siècle, l'humanité, elle se trouve privée de l'essentiel de ses capacités à faire la révolution. Nous nous souvenons qu'au début du XXe siècle, il y avait des organisations de la classe ouvrière qui étaient porteurs des perspectives autrement plus crédibles que ne l'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas un secret, le Parti communiste allemand ou le Parti communiste même français ou autre n'a rien à voir avec le Parti de Roussel, avec tout le respect qu'on doit pour Roussel ou les autres ou les machins, mais tout naturellement le poids de la CGT aujourd'hui n'est pas le poids au début du siècle. La perspective au niveau de la population pour un monde différent, elle était beaucoup plus propagée et l'espoir, il était beaucoup plus grand, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un autre facteur qui n'existait pas et qui met l'humanité tout entière en question. Au début du siècle, on ne voyait pas le dégât au niveau de l'écologie et au niveau du changement climatique. Après 3 siècles de production capitaliste, nous voilà l'humanité, elle est à la veille d'une possibilité d'anéantissement, ne serait-ce que par la dégradation des rapports écologiques, en fait. C'est pour la première fois ce thème, au temps de Lénine et Trotsky inclus, et Marx n'était pas abordé parce qu'on est des humains et on parle de ce qu'on voit. Il ne voyait pas ça, et c'est pas nécessairement qu'il voyait. Il n'était pas plus prophète que Mohammed et Jésus. Ils ont fait des analyses pertinentes à des moments donnés. Un tout petit peu. On n'a pas besoin d'arranger, machin. Le dégât, il est énorme. 3 siècles du capitalisme, si on regarde à fond l'humanité, il est à la veille d'une explosion de cette planète. C'est dans ce sens-là, camarades, que je peux voir que la fascisation sans dangerosité, qu'elle s'inscrit dans une dynamique globale des contradictions du capital qui nous invite à faire face à ça. Et pour y faire face, il faut se rappeler que face à la contradiction interimpérialiste et les contradictions à la guerre, le seul antidote à la guerre, c'est la révolution. La révolution, c'est la réponse à la fascisation, en même temps que la réponse aux contradictions interimpérialistes et à la guerre qui lui est intimement liée. Donc, les camarades comme ton voisin ici, il est appelé à s'acquitter de ses tâches. Parce qu'il n'y a pas une autre solution, ni les prophètes, ni la belle parole qui peut résoudre le problème de la guerre. Le problème de la guerre à tous les niveaux et le problème de la fascisation, il est lié à la capacité des masses populaires à faire la révolution. Autrement dit, la question qui est posée à vos camarades des avant-gardes ou des protagonistes de la lutte, c'est comment faire pour que le bloc social qui est stratégique, disons le bloc social appelé et à faire le changement du pays soit organisé de sorte qu'il puisse s'acquitter de ses tâches. Comment faire de sorte que la lutte au quotidien, la lutte
avec des diverses protagonistes, puisse amener à la structuration du bloc social nécessaire au changement. On voulait revenir sur cette vidéo qui a fait le tour des réseaux et dans laquelle tu sors tout juste de l'aéroport, tu viens de descendre de l'avion. Et dans cette vidéo, tu n'incrimines pas tant la responsabilité des États, mais tu mets en avant la responsabilité des peuples arabes, des masses arabes, dans l'absence de riposte face au génocide du peuple palestinien. Et on se demandait si cette absence de riposte, en réalité, elle n'était pas liée à la répression, et notamment à la répression qu'a connue le peuple égyptien, la forte répression qui a eu lieu ces dernières années. Non, les masses populaires arabes, jusqu'à maintenant, elles n'ont pas assumé leur rôle. On peut être un peu étonné, un peu contrarié par l'apathie, cette atonie qui se trouve dans les rangs des masses populaires. Tout naturellement, on considère que la mobilisation grandeur nature en Europe et dans le monde va susciter dans les masses populaires un certain sentiment de honte par rapport à ce qui se passe à quelques mètres de l'Égypte, du Caire, etc., etc. Et à un moment ou à un autre, les masses populaires vont descendre dans la rue. Tout naturellement, c'est le rôle de la cause palestinienne. Je viens de le signaler. La cause palestinienne, c'est un des principaux leviers de la révolution arabe. Tout naturellement, ce levier n'est qu'un levier, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quand on a ce levier à quelques mètres de 120 millions d'Égyptiens, on se demande quand ces 120 millions vont bouger. Ce n'est pas une question que les régimes arabes sont oppressifs ou réactionnaires. Oui, effectivement, ce n'est pas eux qui sont la cause de l'atonie. Tout naturellement, il y a 100 000, à peu près 100 000 prisonniers en Égypte. Mais il n'y a pas eu 100 morts dans les manifestations en solidarité avec la Palestine, au Caire. Donc ce n'est pas la répression qui a empêché les millions d'Égyptiens de descendre dans la rue. C'est la démoralisation globale de ces masses précarisées en Égypte. Quand on passe toute la journée à chercher de quoi manger, etc., etc. Et la question revient au même. Quand est-ce que ces masses populaires vont perdre de patience et ils vont se révolter? Et quel est le rôle des protagonistes de la lutte? Comment favoriser cette révolte? Un des ingrédients de la nourriture de la révolte va venir en réaction à ce que vous faites au nord de la Méditerranée. Des éléments qui va favoriser la dynamique de la révolte, c'est ces bateaux qui sont au large de l'Égypte ou de Gaza. Bien entendu, mais ils n'en demeurent pas moins. Ce sont les masses populaires qui, à un moment ou à un autre, vont secréter dans leur rang la dynamique propre à la révolution ou à la révolte en Égypte. On s'y attend d'un moment à l'autre. Tout naturellement, le régime aussi, il a peur. Le régime égyptien et le régime saoudien et tous ces régimes fantoches, ils ont aussi la terreur. Ils sont prêts à réprimer. Mais pour le moment, la répression ne constitue pas le point fondamental pour empêcher la révolte. Quand il y aura la révolte, aucune répression ne peut l'endiguer. Il y a eu, il y a quelques années, une révolte en Égypte. Il y avait des forces de répression énormes. Ils n'ont pas tenu 24 heures. Tout naturellement, quand les millions descendent, il y a eu à peu près 19 millions d'Égyptiens qui sont descendus dans la rue sans qu'ils soient organisés. Le potentat de l'Égypte, il a pris la fuite. Mais les masses populaires n'ont pas été en mesure de faire émerger le bloc social historique afin qu'il prenne les rênes de l'histoire, de ses intérêts, donc de l'histoire tout court. Il y a lieu de supposer qu'aujourd'hui, il y a une certaine fermentation au sein de ces mouvements de masse. La présence de cet élan internationaliste qu'on le voit dans les rangs de l'Europe ne sera pas sans impact sur la conscience révolutionnaire des masses populaires arabes. Tout naturellement, il y a au début un certain sentiment de honte, que l'Europe bouge pour la Palestine et non pas l'Égyptien, que le royaume égyptien ne soit pas concerné, etc., etc. Ça ne peut pas durer éternellement. Il y a lieu de supposer que la fermentation, elle est en cours de s'accélérer. Est-ce que les forces de la
des protagonistes révolutionnaires en Égypte sont à même de favoriser l'émergence du bloc social en termes politiques ou pas. Donc, on peut estimer que la situation n'est pas si moche que ça, et il y a lieu d'attendre que le mouvement des peuples égyptiens mette un terme au génocide grâce à la mobilisation internationale. Il faut signaler ça, que c'est une mobilisation internationale, et ça, cet élément, l'internationalisme de cette jeunesse, il induit un nouveau langage au niveau des masses populaires arabes. Non seulement il suscite la honte de ces masses, mais il souligne qu'il y a un mouvement de solidarité internationale. Cet internationalisme, il est digne de tout le respect et de toute l'attention, parce que sur la base de cet internationalisme qu'il faut interpréter les répercussions plus tard entre le sud de la Méditerranée et le nord de la Méditerranée, et tout naturellement, il faut l'inscrire dans la dynamique anti-guerre au niveau global de l'impérialisme. Et c'est à ce moment-là que la révolution palestinienne, elle devient un vecteur principal dans la communication avec les protagonistes de la lutte antifasciste et anticapitaliste en Europe et ailleurs. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que chaque pas en avant pour les masses populaires palestiniennes et arabes, c'est un pas en même temps pour les masses populaires en Europe et ailleurs. C'est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons. C'est à ce moment-là qu'on peut se demander comment peut-on articuler les convergences des luttes, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, à plus forte raison au niveau international. C'est dans cette dynamique globale que s'inscrit aussi bien la perspective de la lutte chez nous que la perspective de la lutte de l'autre bord de la Méditerranée. Et je m'y inscris personnellement dans ce sens-là. Je pense que j'ai répondu quelque chose. Un grand merci.